Chapitre 3, sous-chapitre 17 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les phrénologues. Le monde, après avoir vu passer comme un sable mouvant les règnes divers des apparitions, de l'astrologie, de la magie, des fantômes infernaux, des divinations, des sciences secrètes, des grimoires, des prodiges, de toutes ces croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles, en est aujourd'hui à se passionner pour la phrénologie ou la science des caractères. Nous devons sans doute cet engouement actuel à l'étude des sciences physiques. Nous avons aujourd'hui beaucoup de docteurs qui prétendent deviner l'avenir d'un homme à l'inspection de sa tête et de son crâne notamment. Il est incontestable que le système du docteur Gall et de ses sectateurs est des plus ingénieux. On peut même dire qu'il est le plus rationnel de tous les systèmes qui roulent sur la prédiction des événements futurs. Satisfait-il complètement la raison dans la généralité des conclusions que l'on en veut déduire? Nous n'oserions pas l'affirmer. Mais considéré comme système, il n'en est point dans l'espèce qui puisse subir un parallèle avec lui. En voici le motif. Les expériences, les études, les observations sur lesquelles se fonde le système du docteur Gall s'exercent sur tous les êtres humains, quelles que soient leurs conditions de pays, d'âge, de mœurs, de sexe, d'abrutissement sauvage ou de civilisation avancée. Tandis que tous les autres systèmes, inventés pour arriver à la connaissance du caractère des hommes, gravitent dans une sphère plus ou moins exceptionnelle, si bien que l'application n'en saurait être générale, et qu'il lui faut subir des conclusions. On connaît le joli mot d'un magistrat qui disait qu'avec quelques lignes de l'écriture d'un homme, il y trouverait de quoi le faire pendre. Nous avons des gens qui prétendent qu'avec quelques lignes de l'écriture d'un homme ou d'une femme, leur caractère n'aura plus de secret pour eux. Ils vous diront s'ils sont gais ou tristes, si l'homme est honnête, si la femme est coquette. Le sens des mots ne sera rien pour eux. C'est la contexture des lettres dont ces mots sont formés qui leur dit la vérité sans les tromper en aucun cas. Supposons qu'un des habiles dans cette science adresse un jour à une belle dame la plus tendre déclaration d'amour, et que notre homme reçoive une réponse. On lui dit dans cette réponse que ces hommages ne sont pas agréés. On le lui dit d'une manière on ne saurait plus vive. Eh bien, le menaça-t-on de le faire jeter à la porte, et même d'avoir recours à l'intervention bourgeoise du manche à balai, si telle ou telle lettre sont formées de telle ou telle manière? Il s'écriera dans sa joie triomphale: cette femme est éperdument amoureuse de moi. Le système qui nous occupe a été l'objet des préoccupations de l'Antiquité. On conçoit en effet que le jeu si varié de la physionomie humaine ait offert un puissant attrait à l'étude des philosophes. Il n'est pas un seul de nous qui ne se livre chaque jour à la même étude, pour ainsi dire sans s'en apercevoir. Un visage nous plaît ou nous déplaît à la première vue, sans que ce soit précisément la beauté qui nous attire ou la laideur qui nous repousse. Il arrive souvent que le même visage qui nous a plu plaise à beaucoup d'autres personnes, et qu'il en soit de même de la déplaisance de celui qui nous a déplu. On dit alors des hommes auxquels ces visages appartiennent que l'un a une physionomie heureuse et l'autre une physionomie malheureuse. Il faut féliciter le premier et plaindre le second, mais il ne faut pas sur un pronostic si souvent trompeur croire aux belles qualités, à la vertu, à la probité de l'un, non plus qu'aux vices, aux défauts et à la fourberie de l'autre. Telle est cependant l'étude élémentaire que l'on fait des physionomies. Les proportions et la dimension du globe de la tête occupèrent d'abord les savants et les philosophes. Aristote compare à un hibou l'homme dont la tête est d'un volume démesuré. Le grand Albert le traite de stupide et d'insensé,
et pour appuyer cette prétention sur un exemple, le médecin Porta fait observer que Vitellius avait une tête énorme, que si au contraire un homme se présente avec un cerveau d'une circonférence raisonnable, mais surpassant un peu en étendue les têtes ordinaires, les mêmes auteurs saluent en lui l'homme d'intelligence supérieure, doué d'une âme élevée, d'une imagination riche et féconde. Il aura pour terme de comparaison, à l'appui de tous ces avantages, la tête de Platon, qui excédait en proportion les autres parties de son corps. Alexandre le Grand avait la tête moyenne, comparativement à sa taille qui était fort petite. Après la forme de la tête, les anciens s'attachèrent à la chevelure, et sur la couleur et la qualité des cheveux. Ils basèrent toutes sortes de jugements. Les cheveux plats furent l'indice de la pusillanimité et de la poltronnerie. Ô contradiction du signe! Jamais un feu ne frisa sur la tête de l'empereur Napoléon. Les cheveux crépus marquèrent la rudesse et la grossièreté. Les cheveux du meilleur augure furent ceux dont l'extrémité se termine en boucle. L'historien d'Arès rapporte qu'Achille et Ajax de Télamon avaient les cheveux frisés. Ainsi étaient les cheveux de l'Athénien Cimon. Quant à l'empereur Auguste, la nature lui avait départi une chevelure si parfaitement bien frisée que tout l'art des coiffeurs de Rome n'en aurait pu reproduire l'imitation. Pour la couleur des cheveux, on reconnaissait les châtains et les blonds foncés pour les meilleurs. Suivant que l'on était plus ou moins pourvu de l'une ou de l'autre de ces deux couleurs de cheveux, on était intelligent, industrieux, tempérant, pacifique, enclin aux douces passions. Castor et Pollux étaient châtains, aussi bien que Ménélas. Les cheveux noirs occupent peu les anciens, mais les cheveux roux attirent toute leur animadversion. Bien des siècles avant qu'il fût question de Judas, des cheveux roux avaient couvert la tête des réprouvés. Le tyran Typhon, qui arracha à son frère le sceptre d'Égypte, était roux. Après sa métamorphose, le roi Nabuchodonosor devint horriblement roux en châtiment de ses abominations. Enfin, il n'est pas jusqu'aux ânes dont la réputation n'ait été compromise par la couleur rousse de leurs poils. De tout temps, on a dit « méchant comme un âne rouge ». Les Coptes même ont tellement en horreur les ânes de cette couleur que s'il faut s'en rapporter au récit de quelques pèlerins, chaque année ils en précipitent un du haut d'une muraille. Aux cheveux touchent les oreilles. Aussi l'examen des oreilles venait-il immédiatement après l'examen des cheveux, et le cartilage placé à nos temporaux fournissait grandement son contingent de révélations selon sa forme et son ampleur. Les grandes oreilles, selon Aristote, et après lui le grand Albert, dénotent la sottise et la fatuité. Les petites, bordées et tendues, tiennent un peu à la folie. Les plates appartiennent à l'homme rustre et grossier. Les bonnes, les meilleures oreilles du commun sont fermes et d'un diamètre médiocre. Mais honneur soit rendu avant tout aux oreilles carrées. Ceux qui en possèdent de cette dimension joignent la grandeur d'âme à la pureté des mœurs. Telles furent au rapport de Suétone les oreilles de l'empereur Auguste. Passons maintenant à l'examen du teint et de sa couleur, et nous saurons que le plus mauvais est le teint jaune, blafard, livide et plombé, comme était le teint de Caligula, d'Attila et de la plupart des tyrans un peu présentables. Quant aux yeux, il faut qu'ils ne soient ni trop grands ni trop petits. Trop grands, ils désignent la paresse et donnent une fâcheuse ressemblance avec le bœuf. Ce défaut était celui de Domitien le plus vain, le plus lâche et le plus paresseux des hommes. Sur ce diagnostic, Aristote est intraitable et ne craint point de se mettre en contradiction avec Homère, qui faisait si grand cas des gros yeux, que pour vanter la beauté de ceux de Junon, il l'appelle boupis, ou œil de bœuf. D'ailleurs, si les grands yeux ne donnent pas d'esprit, les petits yeux n'en donnent pas davantage.
pourvu qu'il n'y ait exagération ni en plus ni en moins, et que l'on ne soit pas atteint de strabisme, on aura des yeux fort convenables, mais dont la proportion ne sera pas plus un indice de telle ou telle dose d'intelligence que les grands et les petits yeux. Chez nous, les plus grands yeux passent pour les plus beaux, pourvu qu'on ne les ait pas sortants ou à fleur de tête. Une femme laide rachète ses traits mal assortis par de grands et beaux yeux, tandis qu'une femme jolie ne plaît pas à cause de ses petits yeux. Pour nous, ce n'est que le regard même qui nous attache. Qu'importe de grands ou petits yeux, s'ils sont froids, sans vie, comme s'ils étaient fermés par le sommeil, s'ils marquent la stupidité. La couleur des yeux est une chose dont la sagesse ne permet de discuter, non plus que des goûts. Chacun peut avoir ses préférences, malgré ce qu'on en dise. Avez-vous des yeux bleus et bien fendus? Aristote vous gratifie d'intelligence et de franchise. Les avez-vous bruns? Vous êtes spirituel et bon. Sont-ils verts? Vous êtes courageux et entreprenant. S'ils sont noirs, au contraire, Aristote vous pronostique la timidité et la pusillanimité. Les yeux rouges dénotent l'emportement et la colère. Voici d'un autre côté la théorie des bonnes femmes sur les yeux. Elle est formulée en rimes qui sont réprouvées par la prosodie. C'est égal. Les yeux bleus vont dans les cieux, les yeux verts en enfer, les yeux gris en paradis, les yeux noirs en purgatoire. Des sourcils épais, longs et en désordre, annoncent un être brutal, obstiné, impie. Des sourcils longs, un arrogant, un effronté. Les sourcils clairs, un efféminé, un poltron. Mais, s'ils étaient épais sans être hérissés, si les filets chevelus qui le composent sont couchés parallèlement, on est sûr alors d'un jugement droit, d'une grande sagesse et d'un sens profond et étendu. Tels étaient les sourcils de Jupiter. Maintenant parlons du nez, qui occupe une place si honorable dans la physionomie de l'homme. Le nez Camus porte au plaisir et à la luxure. Le nez pointu à la colère et à la légèreté. Un nez incliné vers son extrémité annonce une disposition à la raillerie et à la malignité. Un petit nez rend celui qui en est porteur fin, cauteleux et dissimulé. Un gros, impudent, discourtois, incivil. De tous les peuples de l'Europe, le peuple italien est celui qui possède les plus beaux nez. Les plus vilains appartiennent aux Hollandais. Les Anglais ont le nez épais et cartilagineux. Les Juifs un peu crochus. En France, presque tous les hommes de génie ont eu de beaux nez. Des physionomistes ne souffrent ni les nez droits, ni les nez ronds, ni les larges narines, ni les voûtes écrasées, ni les profils amincis. Socrate avait un nez horriblement écrasé. Borard aussi, ainsi que le marquis de Chauvron, qu'on surnomma néanmoins, excuse du calembour. La bouche n'a pas moins inspiré d'observation que le nez. Une bouche moyenne était pour les anciens le signe visible du courage et de l'esprit, d'un cœur noble et généreux. Ce signe était infaillible pour ceux qui joignaient à une bouche moyenne des lèvres minces et bien proportionnées, un menton carré garni d'une barbe touffue, un front étendu, dégagé et serein, enfin des joues élevées, fermes et vermeilles. Les Grecs ne bornaient pas au visage et à la tête de l'homme la recherche d'indices extérieurs, d'où l'on pouvait déduire quelles étaient ses facultés morales et intellectuelles. Ils s'en prenaient à toutes les parties dont se compose le corps humain. Mais comme nous allons plus vêtus que les Grecs, nous ne les suivrons pas dans leurs recherches. On a cherché des pronostics jusque dans les cils, les ongles, les taches de la peau, les dents. Si l'art du physionomiste était infaillible,
quoi de plus agréable que de pouvoir connaître les bonnes et les mauvaises qualités d'un homme ou d'une femme à la simple inspection de son visage? C'est dommage, vraiment, que la rencontre des signes de caractère n'a guère lieu dans la même personne, et que les combinaisons si variées de formes individuelles soulèvent un conflit devant le juge physionomiste. Toutefois, nous devons rendre pleine et entière justice à la prodigieuse sagacité de Lavater, à ce que son système a d'ingénieux et de séduisant, à la consciencieuse conviction de son fanatisme pour un art dont il a réuni tous les éléments épars, en l'enrichissant de ses observations immensément nombreuses, et qu'il a érigé en corps de doctrine. Nous louons d'autant plus Lavater que l'on ne peut s'empêcher de reconnaître en lui de l'inspiration, de la bonne foi, de la conviction, de la passion pour son art, et qu'on ne trouve pas dans son système, comme dans les autres, de ces traces de charlatanisme et de calcul qui déshonorent leur auteur. Absorbé dans l'étude des caractères, concentrant toutes ses idées dans une idée dominante, poète de cette idée, et doué d'une imagination exaltée jusqu'à l'illuminisme et extrêmement impressionnable, Lavater s'était souvent senti ému à la vue de certaines personnes, et leurs traits étaient profondément gravés dans sa mémoire. Sans intention préméditée, il lui arrivait quelquefois de porter des jugements sur certaines physionomies, et de rencontrer si juste qu'on l'engagea à fortifier ses dispositions par des études suivies. Bref, Lavater est un des plus grands physionomistes connus. Sa doctrine a infiniment de sectateurs. Vous n'allez pas dans le monde que vous ne rencontriez un physionomiste qui vous toise du pied à la tête pour vous deviner. Il vous sonde par le front, les sourcils, le regard, le nez, les oreilles, la bouche, le maintien, la parole, pour se dire après: cet homme est un fourbe ou un brave, un honnête homme ou un industriel, un voleur, un tartuffe. Mais on se trompe dans les appréciations, parce que pour juger toujours d'après la physionomie, il faudrait que l'âme suivît tous les mouvements de la nature. Or, tel individu n'est vicieux, comme Socrate, ne peut être considéré comme pervers sur l'inspection de ses traits, parce que la volonté de l'homme a pu défricher du cœur les germes du mal, les racines de la perversité, de la corruption, enfin, corriger une nature vicieuse, des inclinations désordonnées. Il faudrait brûler un livre qui enseignerait à dire: un tel est voleur, menteur, parce que ses traits portent à le croire vicieux. Professer la phrénologie exclusive, c'est professer la fatalité, c'est décourager la raison dans sa lutte contre de mauvais penchants, et excuser ces mêmes penchants en les présentant comme vainqueurs quand même, et jamais comme vaincus. Ne déshéritez pas l'homme de son plus beau et de son plus rare triomphe, celui de pouvoir dire à une passion qui l'excite: tu ne me domineras pas. La physionomie est un miroir certain, dites-vous, mais voyez donc cet esprit fin, léger, délicat dans une grossière enveloppe, tandis que de cette beauté, de ce beau lion, il ne sort que la sottise. Ce sont des fleurs sans odeur. Ésope était difforme de corps et superbe d'esprit. La Fontaine, idiot en apparence, était l'esprit le plus profond de son siècle. Qui aurait deviné une lave brûlante sous l'air hébété de Jean-Jacques Rousseau? Le grand Fénelon portait une tête dénuée d'expression. N'avons-nous pas vu tous des physionomies très heureuses sur le banc de l'infamie, tandis que d'autres figures affreuses recélaient des trésors de vertu? Ne jugez pas surtout d'après sa physionomie l'homme des siècles de civilisation, dont les positions changent avec son caractère et son caractère avec sa position. Cet homme est forcé de sortir de son caractère, de le fausser, s'il veut vivre parmi ses semblables et n'en pas être dupe. Ainsi, prenez comme charlatans tous les phrénologistes
qui disent celui-ci a la bosse de l'esprit, celui-là du vice, un tel est débauché de par une bosse, un autre se contient de par tel autre. Il est facile avec cette science de calomnier à son aise. Fin du chapitre 3, sous-chapitre 17. Enregistré par Margot. Chapitre 3, sous-chapitre 18 à 26 de Histoires curieuses et pittoresques par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. De quelques préjugés et de quelques singularités. Bien que nous allons terminer notre ouvrage, il ne faut pas croire que nous avons épuisé le catalogue du monde mystérieux. On ferait des volumes énormes avec ce qui nous a paru devoir être éliminé de cette nomenclature. Pour toute personne qui voit les choses sainement, il est impossible de ne pas admettre, nous le répéterons encore une fois, l'existence d'une puissance supérieure, soit céleste, soit infernale, dans les événements de notre globe. On a vu que cette puissance agit tour à tour sur les nations et sur les individus, sur les destinées générales et particulières. On a crié contre cette opinion. Ceux qui considèrent toutes choses en sceptiques, en incrédules, ne voudront voir dans tout ce qui précède qu'erreur, préjugés et superstition. Pour eux, l'univers est vide, et ils nient même toute intervention visible ou invisible de la Providence. À quoi servirait de discuter avec eux? Après avoir exposé les grandes divisions du merveilleux, il ne nous reste plus qu'à faire une légère excursion dans le domaine des préjugés sociaux. Nous mêlerons dans notre exposé certaines particularités qui ne sont pas sans intérêt. Du vendredi. Parmi ces préjugés, il en est un qui prend sa source dans de fausses idées religieuses, ce qui en rendrait l'absurdité excusable jusqu'à un certain point. Si tous ceux qui craignent le vendredi le redoutaient uniquement parce que le vendredi est le jour où Jésus-Christ mourut sur la croix. En entrant dans les idées de ces personnes, très peu nombreuses parmi celles qui ont le préjugé du vendredi, on pourrait leur répondre que l'Église, ayant rangé ce jour-là au nombre des jours d'œuvre, il n'est point de travail auquel on ne puisse se livrer, point d'opération qu'on ne puisse commencer un vendredi. L'oisiveté seule porte malheur. En lisant l'histoire, en compulsant les tableaux chronologiques les plus exacts, en interrogeant le livre des éphémérides pour les 12 mois de l'année, on ne trouve aucun indice qui fasse du vendredi un jour plus néfaste que les autres jours de la semaine. Cependant, ce préjugé existe encore, et existera probablement longtemps, car c'est, si l'on peut ainsi dire, un préjugé de bonne compagnie, sauf toutefois les brigands de la Calabre, auxquels il répugne beaucoup d'assassiner un homme un vendredi. Ils aimeraient bien mieux en assassiner 2 la veille ou le lendemain. Nous avons remarqué à Paris une chose assez bizarre relativement au vendredi, et cela depuis plus de 25 ans. Bon an, mal an, on représente chaque année sur les différents théâtres de la capitale de 150 à 200 pièces nouvelles. Eh bien, dans un quart de siècle, on ne trouverait pas à citer 6 premières représentations qui aient eu lieu un vendredi. Cependant, si la force d'esprit était bannie de la terre, ne devrait-on pas la retrouver dans l'âme d'un vaudevilliste? Du nombre 13. Dans sa satire de l'homme, Boileau cite au nombre des sottises humaines cette faiblesse d'esprit qui nous fait, plus de 12 attroupés, craindre le nombre impair. L'origine du maléfice attribué au nombre 13 remonte au temps des apôtres qui s'étaient trouvés 13 à célébrer la Pâque. L'un d'eux trahit son maître et se pendit, d'où l'on a conclu que de 13 personnes réunies ensemble, il doit nécessairement en mourir une dans l'année. Mais c'est seulement à table que le nombre 13 exerce sa mauvaise influence. Ailleurs, il est incapable de faire aucune méchanceté. Renverser une salière sur la nappe, voir un couteau et une fourchette en croix,
sont deux pronostics de malheur. Ce sont d'extravagantes faiblesses, et pourtant le devoir des enfants de la maison consiste à prendre garde de choquer les susceptibles maternelles, quelque ridicules qu'elles soient, et il arrive souvent que le temps, par la puissance de l'habitude, inculque dans les enfants ces mêmes préjugés dont ils se moquaient tout en les respectant à cause de leurs parents. Ainsi s'établit la tradition. N'oublions pas d'ailleurs que le grand Frédéric redoutait si fort un couteau et une fourchette en croix qu'il les changeait de disposition. On attachait grand malheur à 3 bougies allumées. Les anciens voyaient là le symbole des 3 parcs, prêtes à trancher le fil de la vie, les 3 gueules de Cerbère, disposées à saluer de leurs aboiements l'ombre défunte à son passage. Enfin, les 3 furies qui vont s'en emparer. Certes, cela valait bien la peine de faire une économie de bouts de chandelle. Mais pour nous, même dans nos superstitions, le nombre 3 ne se présente nulle part comme un nombre de mauvais augure. Coq d'œuf. Parmi les préjugés de table, il en est un que nous voudrions prendre sous notre protection. C'est ce tout petit préjugé qui menace de malheur, selon nous bien mérité, quiconque, après avoir mangé un œuf à la coque, néglige de briser la coquille avant de la remettre sur son assiette. Ne voyez-vous que la coquille non brisée offre une surface sans proportion avec sa légèreté, alors qu'un domestique de bonne maison, comme le font d'ordinaire ces messieurs, vous enlève brusquement votre assiette. La coquille encore imprégnée de jaune voltige et tombe sur votre habit ou sur les élégants colifichets dont séparée votre voisine. Nous parlons de cela en connaissance, car nous avons vu un jour une belle dame fort contrariée de la chute d'une coquille d'œuf sur un beau châle de cachemire blanc où elle déposa une énorme tache. Brisez donc vos coquilles, quoi que ce soit, ce dont peu de personnes se doutent, un usage originaire de la Grèce et que nous ont transmis les Romains. Œufs de coq. Encore une petite recommandation. Ne croyez point à l'existence d'œufs de coq, attendu que jamais coq n'a pondu. Ce qui nous dispense de combattre cette autre erreur longtemps accréditée, qui veut qu'un œuf de coq produise un serpent. Ces jolis petits œufs que l'on récolte quelquefois dans un poulailler proviennent de très jeunes poulettes plus hâtives que leurs compagnes. Le tonnerre et les cloches. Pourquoi marier ainsi le tonnerre avec les cloches? Parce qu'ils sont déjà unis par les liens d'un préjugé commun. Depuis longtemps, les savants se sont mis en désaccord avec les ignorants sur la question de savoir s'il est opportun de sonner les cloches pendant l'orage, si la commotion produite dans l'air par le mouvement d'une cloche mise en branle peut dissiper la foudre ou si elle peut au contraire l'attirer. À cela nous avons gagné 2 préjugés au lieu d'un. La manie de tout expliquer conduit souvent au même résultat que le malheur de ne rien savoir. Cependant le préjugé des savants est demeuré vainqueur du préjugé des ignorants, et l'autorité leur est venue en aide. Depuis plus d'un demi-siècle, de nombreuses ordonnances de police ont prescrit aux sonneurs un repos obligé pendant l'orage. Lorsque autrefois nos bons curés de paroisse faisaient sonner les cloches de leur église pour conjurer l'orage, c'était un acte de piété, une invocation à la protection divine qu'ils croyaient faire, et non point une expérience de physique. Les savants, au contraire, ont cru à une action quelconque de la cloche sur un nuage chargé d'électricité. Ils avaient pour eux l'exemple de sonneurs tués par le tonnerre dans l'exercice de leurs fonctions. Donc c'était le mouvement de la cloche qui avait attiré la foudre. Maintenant, on ne sonne plus les cloches aux approches d'un orage, et la foudre n'en persiste pas moins à tomber de préférence sur les clochers, comme cela est arrivé plus fréquemment que de coutume en l'année 1842. Cependant,
on fait bien d'interdire de sonner les cloches quand il tonne, mais c'est par la seule raison que pour sonner une cloche il faut être dans le clocher où l'on est plus exposé que partout ailleurs. Les clochers, ordinairement terminés par une flèche aiguë s'élevant plus haut que tout ce qui les environne et surmontés d'une croix en fer, appellent la foudre, mais le son ou le silence d'une cloche n'y fait absolument rien. Ce n'est pas depuis bien longtemps que les sciences physiques ont conquis des données exactes sur l'électricité. Nul n'ignore que Franklin arracha tout d'un temps aux tyrans leur sceptre et au ciel la foudre, ce qui veut dire que Franklin fut l'inventeur du paratonnerre, invention admirable, qui peut-être a déjà préservé beaucoup de monuments des atteintes de la foudre. Nous ne voudrions point troubler la mémoire de Franklin dans sa juste gloire. Cependant, sous Louis XIV, quelques marins avaient adopté un usage nécessairement inspiré par la même idée qui présida à l'invention du paratonnerre. Un savant curé, l'abbé Thiers, mort en 1703, en énumérant diverses pratiques superstitieuses de son temps, place au nombre de ces pratiques l'usage d'élever une épée sur le mât d'un vaisseau pendant la tempête. N'était-ce pas le paratonnerre, moins l'aimant de l'aiguille, moins le fil conducteur de la foudre? Le bon curé voyait là un acte de superstition, et la découverte de Franklin est l'objet de l'admiration du monde. Y aurait-il donc des superstitions qui n'en sont pas, et que l'expérience fera passer un jour à l'état de vérité? C'est un doute que nous proposons. Dans un des derniers numéros de l'almanach publié chaque année par le Bureau des longitudes, M. Arago a donné une théorie infiniment curieuse et à peu près complète de la foudre, sans négliger d'accumuler beaucoup de faits. Seul moyen de rendre populaires les connaissances trop souvent renfermées dans les officines de la science. Nous n'avons point sous les yeux le numéro dont le souvenir nous revient, mais nous ne craignons pas de nous tromper en affirmant que le savant astronome, en suivant les jeux de l'électricité dans les formes qu'elle affecte, dans la bizarrerie de ses moindres caprices, relève comme vraies des croyances populaires que les demi-savants, les plus terribles fléaux de toute science, avaient reléguées au nombre de ces erreurs et de ces préjugés que l'on appelle vulgairement des contes de bonnes femmes. Nous indiquons la bonne source, mais nous n'y puisons pas, car ce n'est pas là que nous trouverions des erreurs et des préjugés à signaler. Bornons-nous donc à quelques-uns des effets de l'électricité qui nous appartiennent plus particulièrement. L'action de l'orage sur certains corps animés et sur certaines substances mortes n'est point une chose contestée, attendu que presque tout le monde en a éprouvé les effets ou en a été témoin. Au moment qui précède l'orage, la pesanteur de l'air s'infiltre dans nos membres et jusque dans nos esprits. Et si nous considérons l'attitude fatiguée, inquiète, triste, des animaux qui nous sont les plus familiers, nous pouvons croire que le malaise, presque chagrin, que nous ressentons serait plus sensible encore si notre raison n'en tempérait la manifestation. Cet effet ressemble à ce que nous éprouvâmes à Nice aux approches du tremblement de terre qui signala le commencement de l'année 1808. Quand commencent à tomber les premières grosses gouttes de pluie détachées du nuage et qu'enfin la pluie tombe à flots au milieu des éclairs et du roulement de la foudre, un bien-être soudain succède au malaise qui nous accablait. Pendant l'orage, on sait avec quelle rapidité la viande se décompose. Dans les imprimeries, on a souvent remarqué que les tampons qui servent à étendre l'encre tombaient en dissolution et répandaient une mauvaise odeur. Or, ces tampons sont en peau de mouton et rembourrés de laine. On a vu des piles de papier mouillé couvertes, après un orage, de taches de diverses couleurs. Dernièrement encore, un boucher ayant acheté à vil prix des bœufs tués par la foudre, il a dû les jeter à la voirie, tant les chairs en étaient noires et infectes. Dans les campagnes, les fermières,
depuis un temps immémorial, sont dans l'usage de placer un clou sous les jarres contenant leur lait et dans une couvée pour empêcher le tonnerre de faire tourner le lait et avorter les œufs sous la poule qui les couve. Qui a pu, dans des temps de complète ignorance, enseigner ces préservatifs qui se sont trouvés d'accord avec les lois de l'électricité? De tous les phénomènes qui signalent un orage, le plus surprenant sans doute est ce que nous pourrions appeler l'antipathie et même l'inimitié de la foudre pour la soie. On en a vu de nouveaux exemples dans les orages qui ont sévi cette année contre plusieurs de nos localités méridionales. On a remarqué des glands en métal tordu aux extrémités d'une bourse de soie, sans que la bourse ait reçu la plus légère atteinte du fluide électrique. On ne craint point la visite du tonnerre derrière un rempart de rideaux de soie. Toutefois, ces faits ne sont rien, si on les compare à l'espèce de prévision avec laquelle la foudre fait la guerre à l'insecte même qui produit le seul obstacle devant lequel elle s'arrête. C'était aussi une croyance populaire longtemps reléguée au nombre des visions lunatiques de la crédulité. Mais les expériences réitérées ont parlé, et maintenant il est avéré que malgré toutes les précautions prises par les cultivateurs de vers à soie, un grand nombre de ces insectes meurent après les temps d'orage. Quant au laurier, qui, dit-on, préserve de la foudre, c'est une figure de rhétorique et rien de plus. Saint-Médard et Saint-Gervais. Les deux axiomes que voici sont certainement les premiers enseignements sur la pluie et le beau temps, que les enfants du peuple, dans nos campagnes et même dans nos villes, reçoivent de leurs parents. Quand il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard. Quand il pleut à la Saint-Gervais, il pleut 40 jours après. Ce n'est pas seulement dans le peuple que Saint-Médard et Saint-Gervais jouissent d'une si grande réputation, comme prophètes. Beaucoup de belles dames et de gens du monde, avant de partir pour la campagne, épient le jour indiqué par l'almanach où tombe la fête de l'un et l'autre saint, afin de savoir s'ils doivent emporter quelques toilettes d'hiver ou seulement des costumes d'été. Ainsi que cela arrive souvent, la renommée de Saint-Médard est beaucoup plus étendue, tandis que celle de Saint-Gervais, qu'il ne faut point séparer de Saint-Protais, paraît beaucoup mieux fondée. La raison de cette différence est que la fête de Saint-Médard tombe le 7 juin, tandis que la fête de Saint-Gervais n'arrive que le 19 du même mois, c'est-à-dire l'avant-veille du solstice d'été. Malgré l'ignorance où nous sommes de la prévision des temps, de nombreuses observations ont cependant permis d'établir des probabilités, d'où il résulte que les changements dans l'appareil atmosphérique ont plutôt lieu à 4 époques de l'année qu'à d'autres époques indéterminées. Ces 4 époques sont les 2 solstices d'été et d'hiver, les 2 équinoxes du printemps et de l'automne. Les astronomes et les navigateurs ont, par leurs expériences et leurs observations, donné à ces probabilités un crédit qu'il faut bien admettre, mais sur lequel il est et sera toujours impossible de fonder des calculs certains. Ainsi, s'il pleut le jour de Saint-Gervais, on peut parier avec les meilleures chances que la saison sera pluvieuse, mais on ne parie pas à coup sûr. Saint-Médard a pour se consoler la gloire d'avoir été le premier fondateur de la fête de la rosière de Salancy, fête qui depuis s'est acclimatée dans un grand nombre de localités, et d'où est venu sans doute l'usage de doter de jeunes mariés à l'occasion de quelques grandes fêtes nationales. Saint-Médard et Saint-Gervais, malgré le pouvoir néfaste qu'on les accuse d'exercer sur le commencement de la belle saison, ont trouvé des incrédules. Comment, ont dit ces esprits forts, est-il possible que l'on soit assez superstitieux pour ajouter foi à de pareils contes, tandis que la pluie et le beau temps résultent évidemment de la distribution des 4 temps. Si les 4 temps d'hiver qui tombent vers le milieu de décembre sont pluvieux,
c'est le signe incontestable d'un hiver humide. Par la même raison, si les 4 temps du printemps, qui adviennent au mois de mars, sont froids et secs, ce vous est un avis de garder vos manteaux et de ne point faire enlever vos poils, car c'est le pronostic certain d'un printemps sec et froid. En général, rien n'est implacable à l'endroit des superstitions, qu'ils n'ont pas, comme les gens imbus, d'autres superstitions. Combien n'y en a-t-il pas qui haussent les épaules quand un jardinier leur dit « Nous aurons un hiver bien rigoureux ». Voyez combien sont nombreuses et épaisses les pellicules qui recouvrent ces oignons. Eh bien, ceux-là même, en revenant de la chasse, exhiberont une magnifique fourrure de lièvre et diront à leur femme « Ma bonne amie, nous n'avons qu'à faire une bonne provision de bois. Regarde comme le poil de ce 3/4 est touffu. Il fera diablement froid cet hiver. » Du bourreau. Parlons des fonctions que flétrit un préjugé. Tant que les hommes, à la plus grande gloire de la civilisation, se croiront et s'attribueront le droit de faire mourir judiciairement leurs semblables, sans élever les fonctions de bourreau aussi haut que l'a fait M. de Maistre, on en doit reconnaître l'utilité. Il faudrait plaindre aussi ceux qui les exercent, sans l'espèce de juste horreur que l'on éprouve à voir la longue liste des postulants qui se présentent quand une place d'exécuteur des hautes œuvres vient à vaquer. En Russie, que nous traitons de pays barbare, il n'y a pas de bourreau en titre, faute de trouver des hommes qui consentent à l'être. Quand une condamnation à mort doit être exécutée, un condamné à des peines moins sévères est chargé d'office de l'exécution, et ensuite on lui donne sa grâce. Quoi qu'il en soit, le préjugé qui s'attache parmi nous à la personne du bourreau et qui s'étend jusque sur sa famille est trop enraciné pour qu'il faille espérer de le voir jamais radicalement détruit. Des maris trompés. La qualité de mari trompé ne constitue pas un état à part, c'est au contraire une position qui peut exister dans tous les états et dans tous les corps de métier. À coup sûr, le ridicule que le monde attache aux mésaventures des maris trompés est un préjugé s'il en fut jamais. Molière, juge et partie dans la question, a dit sur cela les meilleures choses du monde, sans redresser le travers de l'esprit humain qui inflige la punition morale à celui qui est déjà victime d'une faute qui n'est pas la sienne. Au surplus, la nombreuse congrégation dont nous parlons a toujours compté dans son sein des hommes de la plus haute distinction, et même des rois et des empereurs. Quelques observateurs, qui aiment à se rendre compte de tout, ont étudié la question de savoir si parmi tant d'états dont se compose notre société, il n'y en avait pas de privilégiés, c'est-à-dire qui fournit à la masse une plus forte somme de maris trompés. Leur conclusion a été que l'on devait reconnaître la suprématie du corps respectable des notaires et des avoués. Pour nous, nous sommes convaincus que cette décision a été rendue sous l'empire d'un préjugé. Il y en a d'ailleurs qui placent les maris des femmes littéraires avant les avoués et les notaires. Répétons que ce doit être encore l'effet d'un préjugé. Fin du chapitre 3, sous-chapitre 18 à 26. Enregistré par Margot. Chapitre 3, sous-chapitre 27 à 32 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Des auteurs. La profession du théâtre, ou si on le préfère, l'état de comédien est, sans contredit, de tous les états celui qui a été et est encore l'objet de plus de préjugés, et longtemps, il en faut convenir, les préjugés ont pu paraître basés sur des probabilités. Par la raison qu'en temps de guerre, la vie d'un soldat est plus exposée, la vertu d'une actrice, toujours sur la brèche de son théâtre, court plus de danger que celle d'une femme qui cache sa vie dans l'intérieur de son ménage.
et concentre ses affections dans les paisibles douceurs de la famille. Nous avons dit ailleurs que nous ne pouvions voir autre chose que des individus suivant la même carrière et non pas des États constitués sur un pied d'égalité chez les gens de lettres, les artistes de toute nature et les comédiens. L'inégalité qui règne dans leur rang n'est pas même leur fait. C'est l'effet nécessaire de l'opinion publique qui classe tous les hommes que leurs travaux mettent en contact incessant avec le public. Nul ne sera tenté de mettre M. de Chateaubriand en parallèle avec des gens de lettres qu'il ne faut pas nommer, dans la crainte de fournir une liste trop prolongée. Qui aurait osé comparer Talma à ces mauvais tapeurs de planches qui perpétuaient au boulevard l'école de Tautain, et qui, aujourd'hui, voudrait établir une identité de position entre Dupré et un chanteur des rues, entre Mademoiselle Rachel et ce que l'on appelle les utilités dans nos troupes de province. Ira-t-on confondre Berriot avec un ménétrier forain, sous le prétexte que tous les deux jouent du violon? Alors, par une conséquence forcée, les derniers barbouilleurs d'enseigne jouiront d'une pleine et entière confraternité avec David, Gros, Gérard et Giraudet. Non, les distinctions qui résultent de la supériorité du mérite ne sont pas des préjugés. Hommes, ils sont égaux devant la loi, artistes, l'égalité n'est pas possible. Nous éprouvons quelque satisfaction à faire observer que les préjugés anciennement attachés presque généralement aux acteurs et aux actrices vont s'effaçant tous les jours, notamment dans les grandes villes. L'esprit humain tend à individualiser les classes, à ne plus prononcer des proscriptions en masse, enfin à ne plus faire retomber sur tous la défaveur méritée par quelques-uns. L'Angleterre a donné l'exemple la première de l'abolition du préjugé qui excluait indistinctement les acteurs et les actrices de la société. Cet exemple salutaire fut accueilli en France et fut même consacré avec une sorte d'apparat pendant le consulat. Un dîner eut lieu à Versailles où, pour se rendre à table, les 3 consuls donnèrent la main à mademoiselle Contat, à mademoiselle de Vienne et à mademoiselle Mézeray. L'élévation de madame Bonaparte au trône impérial ne changea rien à ses anciennes relations d'amitié avec mademoiselle Contat, et personne n'ignore dans quels termes l'empereur demeura constamment avec Talma. Ce qu'il y a de mieux à faire pour juger les hommes et les femmes en général, les acteurs et les actrices en particulier, c'est, sauf la distinction due au talent, de mettre de côté toute idée de profession. Ouvrez donc votre salon à l'acteur, à l'actrice qui se conduisent bien. Fermez-le à l'homme du monde, à la femme du monde dont la conduite est l'objet d'un scandale. Comme cela, vous arriverez, sinon à l'extirpation radicale, du moins à l'atténuation d'un injuste préjugé encore en vigueur dans beaucoup de localités, et surtout dans nos provinces. Sur cela, un de nos amis nous a raconté un fait qui lui fut personnel et qui nous paraît vraiment caractéristique. L'homme dont nous parlons est un de nos auteurs le plus justement estimé pour son talent et pour la noblesse de son caractère. Dans sa jeunesse, il fut comédien pendant quelques années. Or, voici quelles circonstances lui fit quitter le théâtre. La troupe dont il faisait partie donnait des représentations dans une grande ville du midi de la France. Consacrant à des travaux littéraires tout le temps que lui laissait ses devoirs au théâtre, il ne voyait absolument personne. Cependant, un cordonnier d'assez bas étage avait plusieurs fois cherché à lier conversation avec lui, se disant passionné pour l'art dramatique. L'acteur donnait fréquemment des billets au cordonnier et le faisait placer au spectacle. Un beau matin, notre ami voit entrer dans sa chambre le cordonnier ayant un air de fête. « Monsieur, dit celui-ci, je marie aujourd'hui ma fille et je viens tout rondement vous prier d'assister à sa noce. » Notre ami hésita, fit de vagues objections lorsque le cordonnier, prenant le change, lui serra cordialement la main en lui disant « Ah ça, pourquoi ne voulez-vous pas venir? Est-ce parce que vous êtes comédien? Ça ne me fait rien du tout, je ne suis pas fier. » Qu'on juge par ce seul fait combien est encore vivace dans nos provinces le préjugé contre les comédiens. Les préjugés, ils ressemblent aux chiens dents. Quand une fois il s'est emparé de nos jardins, on a beau l'arracher d'un côté, il repousse d'un autre. Et puis, il faut dire aussi que la volonté seule ne suffit pas toujours pour se débarrasser d'un préjugé. On le trouve sot, ridicule, absurde, on s'en moque tout haut et en même temps on le conserve en dépit qu'on en ait. Bon nombre de gens nous donneront raison, conviendront avec nous de l'injustice du préjugé qui se cramponne à l'encontre des gens de théâtre.
et qui seraient au désespoir si on venait leur annoncer que leur fils est sur le point d'épouser une actrice, fût-elle la plus vertueuse du monde. Les bourgeois prétendent que ces sortes de mariages ne conviennent qu'aux grands seigneurs. Parmi nos pairs de France, nous en comptons un qui a épousé une actrice et qui est parfaitement heureux. Préjugés attachés à certaines locutions. Nous sommes ainsi faits que bien souvent les choses nous choquent beaucoup moins que les mots dont on se sert pour les exprimer. L'étude des langues anciennes et modernes en fournirait, au besoin, de nombreuses preuves, car le vocabulaire d'un peuple confie souvent d'autres enseignements que l'enseignement élémentaire de son idiome. Voyez, par exemple, ces fiers Romains qui jouaient, pour ainsi dire, avec la mort que la loi autorisait à disposer de la vie de leurs enfants. Ils ne voulaient point que l'on prononçât crûment le mot de mort devant eux. Leur délicatesse se fût effarouchée si l'on eût dit d'un citoyen « il est mort ». Il fallait dire « il a vécu ». Nous voyons, dans la défense de Milon, Cicéron reculer devant la nécessité d'articuler le meurtre commis par les esclaves de son client. L'orateur dit seulement « Les esclaves de Milon firent en cette occasion ce que tout bon maître a le droit d'attendre de serviteurs fidèles. » Les Romains avaient voué au titre de roi une haine profonde et un profond mépris. La haine provenait du souvenir traditionnel des Tarquins et le mépris de la quantité de rois qu'ils avaient vaincus et enchaînés à leur char de triomphe. César se fait empereur et ouvre la porte de la plus souveraine puissance qui ait jamais existé aux empereurs qui lui succédèrent. Le peuple de Rome battit des mains parce que les empereurs n'étaient pas des rois. Nous avons vu la même chose au commencement du siècle. Après une transition consulaire qui dura 4 années, Napoléon se fit empereur, il n'aurait pas osé se faire roi. Tous les anciens auteurs, et Molière plus qu'aucun autre, se servirent sans scrupule du terme tout cru qui sert à désigner un mari trompé. Aujourd'hui, ce terme est proscrit comme malsonnant à nos oreilles délicates. En est-il de même de la chose? Dans l'histoire des comédies de Molière, nous trouvons un exemple qui prouve jusqu'où peut aller l'empire des mots. Un jour, il lisait à sa servante Laforêt le malade imaginaire. Dans sa première ébauche, il faisait dire à M. Fleurant, l'apothicaire de son malade, « On voit bien que monsieur a l'habitude de parler à des... »« Ah, fi !» s'écria Laforêt, effarouché de la technicité du mot. Molière prit la plume et substitua à sa première version la version connue. « On voit bien que monsieur n'a point accoutumé de parler à des visages. » À coup sûr, la pensée est absolument la même. Elle présente au spectateur la même idée. Les mots seuls diffèrent par le moyen d'une adroite contrepartie. Jetons les yeux sur ce qui se passa en France à l'époque de la Restauration, et nous verrons triompher dans son plus beau jour le stupide préjugé qui s'acharne plus aux mots qu'aux choses. D'un bout à l'autre du royaume, 2 cris surgissaient dans toutes les localités. Ces 2 cris étaient « Plus de droits réunis, plus de conscription ». Rien de plus juste, dit-on au peuple le plus spirituel et le plus gobe-mouche de l'univers. Il n'y aura plus ni conscription ni droit réunis. Remarquez bien qu'on lui tint parole à la lettre. À la vérité, on n'enleva pas moins d'hommes selon les besoins de l'État. On n'en perçut pas un centime de moins sur les objets de consommation. Et les vexations attachées aux formes de l'exercice n'en furent pas moins grandes. Mais qui pouvait se plaindre? Des mots terribles étaient rayés de la loi. Au lieu de conscription, vous eûtes la loi du recrutement, au lieu de droits réunis, des contributions indirectes. Quand Voltaire exhalait les vapeurs de sa bile, il lui arrivait quelquefois de nous appeler peuple de bétiques. Avait-il si grand tort? De 2 personnages imaginaires. L'histoire du monde est remplie de personnages qui n'ont jamais vécu que d'après des croyances erronées. Sortis d'imagination maladive, ou nés d'un calcul frauduleux, la crédulité les adopte, les préconise et leur existence, toute fabuleuse qu'elle soit, s'ancre si bien dans les opinions transmises par le temps, qu'une sorte de prescription finit par s'établir en leur faveur. Dédaignant les simples usurpations de qualité, nous ne pourchasserons ni les faux Héraclius, ni les faux Démétrius, ni même les faux dauphins, dont nous avons vu toute une cohorte se relayer en France depuis 40 ans. Notre intention seulement est de rayer de la grande liste de l'état civil du globe un homme et une femme, le juif errant et la papesse Jeanne. Pourquoi de graves auteurs n'ont-ils pensé à leur donner la vie que longtemps après l'époque à laquelle il leur a plu
de les faire naître. Pendant combien de siècles n'a-t-on pas cependant cru dans le peuple, aux Juifs errants, à sa marche perpétuelle, à sa bourse où 5 sous se renouvellent autant de fois qu'il lui prend envie de les dépenser. Quoique passablement déraciné, le préjugé qui s'attache à la réalité de son existence et à celle de la papesse Jeanne tient encore un peu dans quelques bonnes têtes, et nous savons si on l'en extirpera jamais sans qu'il en reste aucune ramification, aucun légument. Matthieu Paris, docteur anglais qui écrivait au XIIIe siècle, fut un des premiers qui mit le juif errant en grande renommée, sans savoir peut-être, tout docteur qu'il était, que sa fable était renouvelée des Grecs. Suida parle en effet d'un Grec nommé Passès, lequel possédait une pièce de monnaie unique, mais qui revenait toujours dans sa poche quand il l'avait dépensée. Nous aimons beaucoup la modestie de quelques inventeurs qui placent volontiers leurs belles découvertes sous la responsabilité d'autrui. Ainsi en agit Matthieu Paris. Il tenait l'histoire du juif errant d'un évêque arménien qui, de son temps, vint faire un voyage en Angleterre. Matthieu Paris n'avait pas vu le juif errant, mais l'évêque arménien avait eu l'honneur de le rencontrer, de converser avec lui et de lui demander son nom. Sans cela, nous ignorerions que le juif errant s'appelait Cartophylax, qu'il était concierge du prétoire où Jésus-Christ fut amené, qu'il avait connu les apôtres, la Sainte Vierge, enfin toutes les inventions devenues populaires qui constituent le roman de sa vie. Actuellement, n'y aurait-il pas un sens caché derrière la création du juif errant? À une époque où on brûlait les juifs, ne se peut-il pas que Matthieu Paris lui-même, à l'aide de ses conlocutions, qui le mettaient à couvert, ait voulu présenter la personnification du peuple d'Israël dans le personnage de Cartophylax? Depuis 13 siècles alors, comme depuis 18 siècles aujourd'hui, la nation juive, partout traquée, partout poursuivie, marchait, pour ainsi dire, toujours disséminée sur toute la terre. Elle était, comme elle l'est encore, le vrai juif errant, et ces 5 sous qui se renouvellent sans cesse. Cela signifie qu'en quelque lieu que ce soit, un juif est sûr d'y trouver de l'argent. Montesquieu a dit « Partout où il y a de l'argent, il y a des juifs ». Nous ne présentons pas comme un article de foi l'explication que nous avons essayé de présenter de la fable la plus populaire qui ait existé, mais nous aimons mieux croire à une cause déterminante chez un homme vraiment savant, comme l'était Matthieu Paris, que de supposer qu'il a lancé un mensonge dans le monde uniquement dans le but de propager une grossière erreur. La fable de la papesse Jeanne reposa sur d'autres motifs que celle du juif errant. Elle fut inventée en haine du Saint-Siège et pour contribuer à sa déconsidération. Aucun auteur contemporain n'en parle, et ce fut seulement 60 ans après l'époque attribuée depuis à sa mort que le moine Radulphe révéla pour la première fois la scandaleuse histoire de son pontificat supposé. Un fait de cette nature, une fois mis en avant, est bientôt relevé par d'autres écrivains. À de premières circonstances données, on ajoute des détails nouveaux, on prend des reproductions pour des preuves à l'appui de la supposition mère, l'erreur se répand, s'accrédite, se multiplie, et le préjugé se dresse triomphant et inexpugnable. Cependant, jamais fable n'a été aussi bien accueillie par des esprits droits promulgués par des voix plus sévères, c'est que tous plaidaient leur cause sans se soucier de la vérité. Lors de la grande scission des protestants qui scinda en 2 camps ennemis l'antique unité de l'Église, les prédicateurs de la nouvelle doctrine ressuscitèrent en quelque sorte la papesse Jeanne, et il fallait bien qu'ils la présentassent comme un personnage réel pour puiser dans le fait même de sa papauté des arguments contre l'infaillibilité du Saint-Siège. Il disait aux catholiques « Vous vous vantez de l'assistance du Saint-Esprit, vous prétendez qu'il vous éclaire de ses lumières, qu'il dirige vos choix, mais s'il vous rendait réellement ce service, auriez-vous élu une femme pour pape, le Saint-Esprit n'aurait-il pas reconnu son sexe? Et puisqu'il vous a laissé faire, il faut bien, bon gré mal gré, reconnaître qu'il vous abandonne souvent à votre propre sens. » Comme d'ailleurs la prétendue histoire de la papesse Jeanne est racontée en beaucoup d'endroits, qu'on la trouve dans tous les recueils d'anecdotes, présentée soit comme une chose vraie, soit comme une invention, nous ne croyons pas nécessaire d'en grossir nos pages. Voltaire dément qu'elle ait jamais existé et son opinion en pareille matière est certainement d'un grand poids. De la patte du chat. Monsieur, je vous le répète, prenez votre parapluie,
Pour sûr, il pleuvra aujourd'hui. Mais Françoise, vous vous trompez, le vent vient de l'Est. Mes corps me laissent tranquille. Le baromètre est au beau. Par conséquent, il est de toute impossibilité. Eh bien, moi, monsieur, je soutiens que si vous ne prenez pas votre parapluie, vous serez trempé de la belle manière. Comment savez-vous? Comment, monsieur? Depuis ce matin, mon chat n'a pas cessé de passer sa patte par-dessus son oreille. Il n'est personne ayant l'honneur d'être bien placé dans la confidence d'une portière, d'une cuisinière et surtout d'une gouvernante de vieux garçons qui n'ait entendu ce raisonnement. Il repose sur un préjugé d'ailleurs fort innocent et qui vivra probablement aussi longtemps qu'il y aura des chats, des portières, des cuisinières et des gouvernantes de vieux garçons. Rencontre du colimaçon. On a vu de certains hommes, pleins de confiance en la vertu de leurs femmes, rentrer subitement à leur logis s'ils avaient rencontré un colimaçon leur montrant ses cordes, s'ils avaient entendu le chant monotone d'un coucou, ou s'ils s'étaient heurtés contre le bois d'un cerf. Il faut ici répéter le mot connu de Beaumarchais. La peur du mal engendre le mal de la peur. C'est un des plus grands mots parmi tous ceux qui affligent l'humanité et qui presque tous résulte de préjugés que nous nourrissons à plaisir. Souvent, cela vient-il d'une certaine paresse d'esprit, du trop peu de surveillance de nous-mêmes. Il en est de cela comme de la distraction. Monsieur Alexandre de Laborde a toujours passé pour un des hommes les plus distraits de notre temps, et pourtant, on a remarqué qu'il n'avait jamais de distraction dans son service de chambellan auprès de l'empereur. Sympathie et antipathie. Cela nous amène naturellement à dire un mot des sympathies et des antipathies. Bien certainement, il en a existé des exemples, mais bien certainement aussi ils seraient moins nombreux, si l'on exerçait un peu plus cette surveillance de soi dont nous parlions tout à l'heure. Nous avons connu un homme qui possédait au suprême degré le préjugé contraire au lapin domestique. Sur ce point, il était impossible de le tromper, tant il était habile à distinguer le fumet d'un lapin de Garenne de la plate saveur du lapin domestique. Nous le trompâmes cependant à l'aide d'un civet dans lequel nous avions eu la précaution de jeter une pincée de plomb. Un grain malencontreux faillit lui casser une dent. Aussi s'écria-t-il triomphalement « Je n'avais pas besoin de cela pour savoir que celui-là avait été tué à la chasse. Certes, je n'ai pas de préjugés. » Un auteur a défini la sympathie, une parenté de cœur et d'esprit. Corneille, dans Rodogune, a placé ces 4 vers charmants que l'on serait tenté de lui dérober pour les attribuer à Racine. Il est des nœuds secrets, il est des sympathies, dont par un doux rapport les âmes assorties s'attachent l'une à l'autre et semblent se piquer, par ces je ne sais quoi qu'on ne peut expliquer. Peut-être croirait-on un peu moins aux sympathies si on ne les confondait pas avec des préférences mutuelles et spontanées. Entre un beau garçon et une jolie fille, les sympathies sont fort communes et n'ont rien de miraculeux. Mais la sympathie, comme l'entendent les docteurs, est un préjugé quand ils l'appuient sur ce qu'ils appellent la voix du sang. Le sang ne parle pas. Présentez à la plus tendre des mères 2 enfants d'1 an, dont l'un lui appartienne et dont l'autre lui soit étranger, et dites-lui de choisir le sien. Si aucun signe n'établit de différence entre eux, il y aura juste 1 contre 1, à parier qu'elle choisira son enfant. La sympathie entre jumeaux est un fait accidentel. Ici, l'identité des affections morales s'explique par la prodigieuse ressemblance physique qui souvent existe entre eux. Étienne Pasquier parle de 2 jumeaux qui avaient entre eux une telle analogie que les sentiments, les plaisirs, les chagrins leur étaient communs. Cela ne nous surprend point. Nous avons connu, dans notre jeunesse, 2 sœurs jumelles, mesdemoiselles Lardent, qui demeuraient au passage des petits pères et dont le frère était secrétaire du général de Sol, alors chef d'état-major à Moreau, à l'armée du Rhin. Que si, d'ailleurs, nous nous plaisons quelquefois à entourer de circonstances même parasites les faits dont la connaissance nous appartient en propre, c'est que nous voudrions que leur exactitude pût être soumise à un contrôle. La ressemblance entre les demoiselles Lardent, ressemblance à laquelle ajoutait encore une parité inouïe dans le son de voix, était si complète, si prodigieuse que, jusqu'à l'âge de 25 ans, où l'une des 2 devint un peu plus grasse que sa sœur, il était absolument impossible de distinguer l'une de l'autre. Dans les bals qu'elles fréquentaient et où elles étaient fort recherchées à cause de leur beauté et de leur amabilité, il arriva de singulières méprises, d'autant plus qu'elles étaient toujours vêtues d'eux-mêmes.
Pour mettre un terme à ces méprises, elles furent obligées de porter des bouquets de différentes couleurs. Leurs mères même les confondaient souvent l'une avec l'autre. Et la même similitude se remarquait dans leur goût, leur fantaisie de jeunes filles, et sans que la fièvre les saisît simultanément, ce qui serait beaucoup exagéré, il est certain que, quand l'une était malade, l'autre ressentait un peu de malaise. D'ailleurs, elles étaient unies par un lien d'affection si tendre qu'elles ne voulurent point se marier pour ne pas se quitter. Fin du chapitre 3, sous-chapitre 27 à 32, enregistré par Yasmine. Chapitre 30, sous-chapitre 33 à 34 et conclusion 2. Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Envie de femme enceinte. Goulard rapporte que, dans le voisinage d'Andernach, petite ville assise sur le Rhin, une paysanne enceinte et dégoûtée eut la fantaisie de manger de la chair de son mari. Son appétit s'enflamma tellement qu'elle le mit à mort, mangea la moitié du corps, sala le reste, puis, lorsque la rage de cet appétit fut assouvie, elle s'en alla naïvement raconter ce qu'elle avait fait aux amis de son mari qui le cherchaient. Dans les chroniques helvétiques, on lit que, sous le pontificat de Martin IV, une illustre dame romaine qui passait pour avoir des liaisons intimes avec le chef de l'Église donna le jour à un fils velu comme un ours et armé d'ongles et de griffes comme une bête féroce. On attribua cette énormité à la passion prodigieuse de Martin IV pour les tableaux d'animaux qui décoraient son palais. Leur vue continuelle avait frappé la dame romaine. Si ce fait était admis, il ne faudrait pas trop se récrier contre ce qui arriva, dit-on, durant le siècle passé, à une grande dame française. L'heure de sa délivrance venue, elle mit au monde un petit moricaud, ce dont son mari parut un peu offusqué. « C'est votre faute, mon ami, lui dit tranquillement sa femme. Vous avez à votre service un grand et beau nègre qui vous sert à table de sorte qu'il est toujours devant moi pendant le dîner. Sa vue m'aura frappé apparemment. » De tous les philosophes, le père Malebranche est celui qui a fait la part la plus grande au pouvoir de l'imagination chez les femmes. Il en cite une qui, ayant assisté au supplice d'un malheureux condamné à la roue, en fut si frappée qu'elle donna le jour à un enfant dont les bras, les jambes et les cuisses s'étaient rompus, précisément à l'endroit où la barre de l'exécuteur avait frappé le criminel. Il ajoute que cet enfant resta stupide. Voltaire, malgré son scepticisme, croit aussi au désordre que l'imagination des femmes peut apporter dans la conformation des enfants. Il n'en cite pas d'exemple, mais il assure qu'il en a vu de si frappants, que le doute ne peut plus lui être permis. Les anciens n'ont point ménagé aux dames de leur temps des accouchements monstrueux. Sans rappeler ici le fameux Minotaure de Crète selon Pline, une dame romaine nommée Alcippe accoucha d'un éléphant en même temps qu'une femme esclave mit au monde d'un serpent. Julius Obséquent ou son continuateur Lycostène cite deux Italiennes qui, vers le milieu du XVe siècle, donnèrent le jour l'une à un chat, l'autre à un chien. On peut remarquer que dans ces sortes d'événements, les chats et les chiens obtiennent presque toujours la préférence sur les autres animaux. Cependant, nous pourrions vous présenter une femme suisse s'accouchant elle-même d'un lièvre, une thuringienne d'un crapaud, d'autres de cochons de lait, d'autres de petits poulets. Mais toutes ces merveilles pâlissent devant la femme qui accoucha d'une omelette. Probablement, elle avait avalé du beurre, des œufs, une poêle et par-dessus le marché sa cuisinière. Bell rapporte qu'une jument fit un veau et une femme un chat noir. Le chat noir fut brûlé par ordre du Saint-Office, par la raison qu'il ne pouvait avoir d'autre père que le diable. Quant au veau, on le laissa paître en liberté. Lorsqu'on pense que toutes ces belles choses recueillies par des historiens ont été attestées par des docteurs et surtout par des moines, on se demande combien il faudrait de rames de papier pour écrire une histoire complète de l'escamotage depuis la création. Voici maintenant une historiette plus comique, dans laquelle le médecin Saint-André joua un rôle à peu près pareil à celui que nous nous sommes permis d'attribuer à son honorable confrère, le docteur Vimont. Le plaisant de l'aventure est que Saint-André la raconte lui-même comme étant de bon aloi.
et cela dans un livre qu'il composa contre les superstitions. C'était en l'année 1726. On vient chercher Saint-André pour donner ses soins à une femme en mal d'enfant. Il procède à sa délivrance. Que voit-il après l'opération? Un petit lapin. L'accouché souffrant encore, il recommence l'opération et amène un second lapin vivant. Dieu sait combien il en fut jasé parmi les commères du voisinage. De toutes parts, des cadeaux et de l'argent furent envoyés à la mère, si bien que, trouvant le métier bon, elle sentit encore quelques petits lapins remuer dans ses entrailles. Et Saint-André aidant, elle en mit un au monde tous les 8 jours. Alors la police s'en mêla, on enferma la femme et plus de lapins. Le terrier était épuisé. Pendant le XVIe siècle, à d'assez longs intervalles et dans des localités différentes, à Wittenberg, en Misnie et à Villefranche, 3 enfants à terme vinrent au monde sans tête. Il est inutile de dire qu'ils moururent au moment de la délivrance, mais ce n'en est pas moins un phénomène digne de l'attention des physiologistes que dans le sein même de la mère qu'ils aient vécu. Or, ils y vécurent bien évidemment puisqu'ils y prirent de la croissance. L'anatomiste Carpi cite l'exemple d'un enfant né en 1729 qui, lui, avait une tête, mais dans laquelle on ne trouva que de l'eau limpide et pas la moindre trace de cerveau. Par compensation, on a vu des enfants venir au monde avec une double cervelle. Ce cas se présenta en 1684, où une femme, grosse de 2 jumeaux, donna d'abord le jour à un enfant bien conformé qui, cependant, ne vécut que quelques heures. Le second avait la tête tellement monstrueuse qu'elle paraissait formée de la réunion des 2 têtes, ce qui était en effet, puisqu'on y distinguait 4 yeux, 2 nez, 2 bouches, 2 langues, mais seulement 2 oreilles. Les recueils, les journaux, les mémoires de l'Académie des sciences, les livres de médecine fourmillent de faits analogues à ceux que nous avons rapportés. Et rien ne serait plus aisé que d'en grossir le nombre indéfiniment. Mais nous n'avons pas un goût bien prononcé pour les monstruosités. Et d'ailleurs, nous ne nous sommes pas donné pour mission de rédiger bénévolement le livret du musée d'anatomie comparée. Disons seulement que, quelque nombreuses qu'aient été les difformités de naissance, si on les compare à la masse d'hommes qui ont passé sur la terre depuis la création, on arrivera tout au plus à la proportion du verre d'eau jeté dans la mer. Malgré ces dernières observations, il est, parmi les conformations irrégulières, une variété que nous ne devons point passer tout à fait sous silence, parce que son origine remonte au temps des plus anciens poètes et que, depuis ce temps, elle n'a pas pu traverser les siècles sans engendrer des préjugés et semer sa route d'erreurs. C'est de l'androgyne, de l'hermaphrodite, enfin de l'être complexe réunissant en lui les 2 sexes, que nous voulons parler. En a-t-il réellement existé? Malgré la cohorte des docteurs qui ont soutenu l'affirmative, malgré des exemples d'apparence sexuelle qui ont permis de douter à quel sexe un individu appartenait, et s'il n'appartenait pas aux 2 sexes, nous n'hésitons point à renvoyer tous ces exemples aux métamorphoses d'Ovide pour y tenir compagnie à Salmacis. Mais que c'est une délicieuse fable dans Platon que la fable de l'androgyne en la prenant pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour le symbole le plus ingénieux peut-être que nous ait légué l'Antiquité. Dans le Sympose ou banquet, Platon suppose que, dans l'origine du monde, l'homme et la femme ne faisaient qu'un, mais c'était un être si parfait que bientôt les dieux devinrent jaloux de leur ouvrage. Ils donnèrent l'ordre à Apollon de séparer les 2 parties de l'androgyne, et à Mercure de raccommoder séparément les 2 parties disjointes. Depuis ce temps, ajoute Platon, elles se cherchent, tendent à se rapprocher, mais elles y parviennent bien rarement. Quand cela par hasard leur arrive, l'homme et la femme jouissent de la plus grande félicité qu'il leur soit permis d'espérer sur la terre. Certes, il est impossible de se figurer une fiction plus aimable que celle où Platon fait à la fois allusion à la rareté des bons ménages et à la félicité conjugale, quand toutes les convenances se trouvent réunies entre les 2 époux. À la manière dont on a interprété certaines fables, nous sommes surpris qu'aucun commentateur, Ésope, Phèdre et La Fontaine à la main, n'ait soutenu qu'il fut un temps où les animaux parlèrent à Athènes, à Rome et à Paris. Qui sait si, après une longue suite de siècles, on ne présentera pas aux gens incrédules d'alors les contes philosophiques de Voltaire comme des fragments de l'histoire de son temps, et si l'on ne fera pas des recherches sur la famille de M. Candide. On lit ce qui suit dans la chronique scandaleuse de Louis XI.
En la dite année 1478 advint en pays d'Auvergne qu'en une religion de moines noirs appartenant à Monseigneur le cardinal de Bourbon, il y eut un des religieux du dit lieu qui avait les deux sexes de l'homme et de la femme, et de chacun d'eux céda tellement qu'il devint gros d'enfants. Pourquoi fut pris et saisi et mis en justice et gardé jusqu'à ce qu'il fût délivré de son posthume, pour après celui venu être fait du dit religieux ce que justice verrait être à faire. Les anciens croyaient à l'hermaphrodisme, les chefs-d'œuvre que la statuaire antique nous a légués, et notamment l'hermaphrodite dite borghèse que l'on voit au musée du Louvre en font foi. Et cependant, on peut remarquer que l'excellence de l'art et le génie de l'artiste réunis n'ont pas pu parvenir à produire un être vraiment bisexuel, mais seulement à composer des figures participant ici du sexe féminin et là du sexe masculin. Dans le recueil des causes célèbres, on trouve plusieurs procès auxquels donnèrent lieu les suites attribuées à l'existence des deux sexes dans un seul et même individu. Le procès de la sœur Angélique de la Motte d'Aspermont, entrée en 1623 au couvent des Filles-Dieu de Chartres, fit grand bruit, et sans que nous entrions dans des détails qu'il faudrait rendre trop techniques pour qu'ils fussent exacts, nous nous contenterons d'ajouter qu'elle fut atteinte et convaincue d'avoir été homme avec les filles du Saint-Lieu et femme dans les excursions nocturnes qu'elle faisait hors du couvent. Par arrêt du Grand Conseil, les vœux de la dame d'Aspermont furent déclarés nuls. On la condamna en outre à la prison perpétuelle, à quitter les habits de religieuse et à l'interdiction des sacrements jusqu'à ce qu'elle fût en danger de mourir. Les enfants précoces et les enfants d'esprit. Comme vous le voyez, c'est encore des enfants dont nous allons nous occuper dans ce chapitre. Ce thème nous plaît. Nous les retrouverons assez tôt quand ils seront devenus des hommes. Il n'est personne qui n'ait entendu dire d'un enfant « Il ne vivra pas, il a trop d'esprit ». Cela se dit aussi, mais ironiquement, de quelques hommes faits et parfaitement bien portants. Cette croyance serait un préjugé si on voulait en faire la base d'une règle générale, mais on ne saurait nier que le développement trop hâtif d'une disposition quelconque, si ce développement est poussé jusqu'à l'extraordinaire, ne soit capable de fatiguer, d'user l'individu chez lequel il s'opère. Les jardiniers n'aiment point à voir un arbre trop chargé de fruits. Ils en élaguent même une partie pour que les autres puissent arriver à leur maturité, après avoir obtenu leur grosseur normale. Sans doute on ne saurait en agir de la sorte avec les enfants, nous ne dirons pas qui promettent, mais qui menacent d'être doués de facultés trop précoces et surnaturelles. Mais quand ces rares circonstances se présentent, la vanité des parents contribue souvent au mal qui en résulte. On retient les chevaux fougueux comme on stimule ceux dont les mouvements sont mous et paresseux. Les parents auxquels appartient un enfant phénoménal agissent presque toujours au rebours. Ils simulent la fougue qu'ils devraient contenir, ajoutant ainsi une fatigue factice à une fatigue naturelle. Ils sont si fiers d'étaler la valeur d'un petit prodige, bien heureux encore quand ils n'en font pas l'objet d'une abominable spéculation. Jamais nous n'avons pu voir sans une douloureuse indignation ces pauvres petits savants dont on dégrade l'âme en exaltant leur intelligence, colportés d'académies en académies, afin d'obtenir des certificats à l'aide desquels on renchérira le prix des places quand on en fera l'objet d'un spectacle public et rétribué. Cela serre le cœur, comme si, cependant, ce n'était pas assez d'une pareille dégradation quand des parents exploitent eux-mêmes la précocité de leurs enfants. Il reste encore un degré à monter sur l'échelle de l'infamie. C'est lorsqu'il s'établit une sorte de sous-location avec un traitant qui dispose de l'enfant pour un temps donné, moyennant une rétribution convenue. Le locataire, qui veut réaliser le plus de bénéfices possible pendant la durée de son bail, ne craint point de détériorer une valeur, un meuble vivant dont il a l'usufruit. Et quand il a pressuré la production, que lui importe que la propriété périsse. La loi est sévère envers les pauvres diables qui vendent dans les rues sans être munis d'une patente, des bagatelles à 1 ou 2 sous. La loi fait emprisonner les vieillards qui, dans leur jeunesse, avaient ignoré que l'on ne pourrait un jour sans délit croire à la charité publique et l'implorer. La loi est muette au regard des homicides par spéculation.
Bien plus, les exhibiteurs des enfants prodiges les produisent dans le monde avec l'autorisation de la police. En présence de ces turpitudes, c'est un bien beau mot que celui de l'écriture. Heureux les pauvres d'esprit. Adrien Baillet a composé un traité fort curieux sur les enfants célèbres par leurs études. Il en cite 163 qui se sont distingués par des talents extraordinaires, et parmi ceux-ci, il en est bien peu qui soient parvenus à un âge avancé. Ainsi, les 2 fils de Quintilien, dont leur père parle avec tant d'admiration, n'accomplirent ni l'un ni l'autre leur 10e année. Ainsi, Hermogène, qui dès l'âge de 15 ans enseignait la rhétorique à Marc Aurèle, qui par ses talents précoces éclipsa de son temps les plus fameux rhéteurs de la Grèce, ne mourut pas à 24 ans, mais à cet âge il perdit le jugement et la mémoire, et oublia tout ce qu'il avait appris. Pic de la Mirandole mourut à 32 ans, Jean II avait 25 ans, Pierre de Lamoignon mourut à 23 ans. Dès l'âge de 15 ans, il composait des vers grecs et latins que l'on trouvait fort remarquables. Il n'était pas moins avancé dans l'étude du droit que dans la culture des lettres. Enfin, Pascal, dont le génie toujours nouveau, toujours appliqué, traversera encore bien des siècles, ne vécut pas le tiers d'un siècle. Après ces phénomènes portés sur une liste que nous devons nécessairement tronquer, voici un miracle et un miracle quasi contemporains. En l'année 1791 naquit à Lübeck un enfant du nom de Henri Henkem. La nature s'était complu à surpasser en lui toutes ses précocités antérieures. À 10 mois, Henri Henkem commença à parler distinctement, et 2 mois après, il apprit le Pentateuque, l'Ancien et le Nouveau Testament à 14 mois. À 2 ans, il savait l'histoire ancienne comme l'ont su les plus érudits investigateurs de l'Antiquité. Samson et Danville seuls lui pouvaient être comparés dans la connaissance de la géographie du globe à tous les âges. Au dire de ses admirateurs, Cicéron l'aurait pris pour un alter ego quand il parlait latin, et il en aurait remontré à Dumarsais et à Urbain d'Omergue sur les délicatesses de la langue française. À quoi servit à Henri Henkem tant de science? Le vase était trop frêle pour la contenir. Faible, languissant, la fin de sa 4e année vit emporter sa science et mettre un terme aux douleurs de son corps. Il semblerait donc résulter de tous ces exemples que le mot particulier « honoris », il a trop d'esprit, il ne vivra pas, n'aurait point une signification fausse dans son application, et ce serait le cas de rappeler cet autre propos vulgaire « la lame use le fourreau ». Pour quelques-uns de ceux qui précèdent, pour Henri Henkem surtout, le fait est hors de contestation. Si nous nous craignons de mettre en avant une idée paradoxale et de combattre un préjugé par un contraire qui serait peut-être un préjugé lui-même, nous dirions qu'une forte dose d'intelligence bien cultivée est une chance probable de longévité. Si nous osions soutenir cette thèse, voici à peu près comment nous raisonnerions. D'abord, nous ferions observer que tout être créé doit accomplir sa destinée, qui consiste à donner le plus grand développement aux prédispositions que lui a données le Créateur, que le travail est une des nécessités humaines, que quiconque a usé sa vie dans l'oisiveté meurt sans avoir été un être complet. Le but de la femme est la procréation de la race humaine, ajouterions-nous, et à l'appui de cette assertion, nous montrerions les tables de Blair à la main, que presque toutes les femmes dont il a noté la longévité avaient mis au monde un grand nombre d'enfants. Malgré le préjugé qui veut que de fréquents enfantements fatiguent la femme au point d'abréger sa vie. À côté de cela, nous montrerions dans Blair d'autres observations constatant que les vierges réellement vierges, que les femmes ignorantes des travaux de la maternité, terminent leur carrière incomplète plutôt que celles qui ont satisfait aux vœux de la création. Passons de là aux hommes. Après avoir rappelé que le cerveau est aujourd'hui reconnu comme étant le siège de l'intelligence, nous aurions à citer une foule d'exemples de longévité pris parmi les plus grands hommes de l'Antiquité et des temps modernes. Hippocrate, le plus grand médecin que le monde ait produit, meurt à 109 ans dans l'île de Cos, sa patrie. Galien, le plus illustre des successeurs d'Hippocrate, atteint l'âge de 104 ans. Les 3 sages de la Grèce, Solon, Thalès et Pittacus, virent s'écouler un siècle entier.
Démocrite vécut en riant 2 années de plus que ces 3 sages. À Zénon, il ne manqua que 2 ans pour l'accomplissement d'un siècle. Diogène ne vécut que 10 années de moins que Zénon, et Platon avait 80 ans lorsque l'aigle de Jupiter vint s'emparer de son âme pour la remonter au ciel. Guerrier et historien illustre, Xénophon vécut 90 ans, Polémon et Épicharme chacun 97 ans, Lycurgue 85 et Sophocle plus de 100 ans. Gorgias vit commencer sa 108e année et le médecin Asclépiade prolongea sa carrière jusqu'à un siècle et demi. Juvénal vécut 100 ans. Pacuve parvint au même âge et Varron ne vécut qu'une année de moins. Carnéade mourut à 90 ans. Galilée à 78 ans. Cassini à 98 et Newton à 85 ans. Dans le siècle dernier, nous avons vu Fontenelle s'éteindre à 99 ans. Buffon à 81 ans. Voltaire à 84 ans. Dans le siècle présent, Vienne terminer une carrière égale par sa durée à celle de Voltaire, et le prince de Talleyrand vivre comme ces 2 derniers jusqu'à l'âge de 84 ans. Nous terminerons cette nomenclature qui nous semble fort concluante en citant encore le nom d'un prélat auquel nous avons l'honneur d'appartenir par une alliance, il est vrai, assez éloignée. C'est du feu cardinal de Bellois que nous voulons parler. 3 mois seulement lui manquèrent pour qu'il eût vécu un siècle. Dernièrement, le maréchal Moncey termina à 85 ans une carrière toute d'honneur. Encore un mot. Rien n'est plus recommandable que de se moquer de la vieillesse. Rien n'est plus délicat, plus fin, plus spirituel et surtout plus courageux que des épigrammes lancés contre la chambre des pairs. Lorsque surtout ces épigrammes sont puisés dans nous ne savons quelle supputation collective de l'âge des pairs de France, de laquelle il résulterait qu'il reviendrait à chacun d'eux environ 63 ans pour sa part. Nous n'avons pas plus l'intention de faire l'apologie de la chambre des pairs que de nous associer aux épigrammes dont elle est l'objet. Mais on ne saurait nier qu'elle soit en grande partie composée des plus hautes intelligences contemporaines. Dès lors, la longévité de ses membres devient un argument en faveur de nos observations sur la longévité, considérée comme un attribut des hommes dont le cerveau fortement organisé ne s'est pas usé comme ces primeurs qui étonnent mais qui viennent rarement à maturité. Nous devons faire une remarque particulière à l'occasion de Voltaire. Sans avoir précisément fait partie des enfants prodiges, était encore bien jeune quand il se fit une belle réputation. À 17 ans, il avait composé son poème de la Ligue qui devint la Henriade. À 19 ans, il faisait représenter Oedipe. Il vécut malingre, souffreteux. Ses correspondances sont remplies de doléances sur sa santé. Chez nul homme, le siège de la vie en même temps que le siège de l'intelligence n'a été aussi évidemment dans la tête. On peut dire, sans trop d'exagération, que la tête de Voltaire survécut de plusieurs années à son corps et à ses membres. Le froid s'était depuis longtemps emparé des extrémités. Le corps était réduit à l'état de squelette. L'estomac n'accueillait qu'avec une pénible répugnance des parcelles de nourriture. Et jusqu'au dernier moment, de la tête de Voltaire jaillirent des étincelles d'esprit et de génie comme d'un foyer toujours ardent, tant que la mort n'en eût pas éteint les flammes. La force morale influe sur la force physique et la supplée souvent. Qu'il nous soit permis d'en citer un exemple puisé dans un douloureux souvenir. Au retour de Moscou, quand ces colosses de la vieille garde, cédant eux-mêmes au froid et au désespoir, se couchaient sur la neige pour ne plus se relever, de jeunes officiers récemment sortis des écoles trouvaient en eux assez d'énergie pour ne point succomber, et proportion gardée, il mourut dans ce désastre beaucoup moins d'officiers que de soldats. La plupart des historiens tombent dans un travers né de la flatterie et de l'amour du merveilleux, qui tendrait à grossir le nombre des enfants exceptionnels quand ceux-ci sont devenus des hommes illustres. On cherche dans leur enfance les pronostics et les indices de leur grandeur future. Et comme, la plupart du temps, les historiens ne trouvent rien, ils inventent. D'un autre côté, il n'est pas toujours vrai que des facultés extraordinaires trop tôt développées chez un enfant lui interdisent tout espoir d'une longue vie. Parmi les quelques exemples que nous pourrions rapporter pour rassurer ceux auxquels leur trop d'esprit ferait craindre de ne pas vivre, nous en choisirons un seul. Nous lui donnons la préférence parce qu'il nous semble le plus caractéristique de ce que mentionne l'histoire.
Le fils d'un médecin de Gênes vint au monde ayant à peine quelques pouces de longueur et ne paraissant pas destiné à vivre. Cependant, Liceti, son père, lui donna le nom de Fortunio, assez singulièrement choisi pour la circonstance. Liceti, ne désespérant pas de l'élever, le fit placer dans un petit four où on entretient une chaleur toujours égale. Il choisit une nourrice qui suivit ponctuellement ses instructions, et au bout de quelques mois, Fortunio Liceti ressembla à un enfant qui viendrait de naître à terre. Ce même enfant suivit la chance commune aux autres enfants, si ce n'est que, dès ses premières années, il donna des preuves d'une intelligence et d'un esprit fort supérieurs à ce que l'on a droit d'attendre des enfants les mieux disposés. À 19 ans, il publia un traité de l'âme, et dans le cours d'une vie qui dura 79 ans, il enrichit la littérature et les sciences de 80 ouvrages, tous marqués au coin d'une profonde érudition. Le maréchal de Richelieu n'était pas non plus né à terme, c'est-à-dire qu'il vint au monde au terme de 7 mois. Il était aussi d'une délicatesse qui permettait peu l'espoir de le sauver. Il fut matériellement élevé dans du coton et vécut jusqu'à l'âge de 85 ans. Sans faire du maréchal de Richelieu un grand homme malgré ses débauches, que l'on a peut-être exagérées, on ne saurait sans injustice lui refuser une place éminente parmi les hommes les plus distingués du siècle dernier, dont il représenta les mœurs comme Voltaire en représenta l'esprit. Conclusion. Quoiqu'on rencontre dans toutes les nations des singularités, aussi frappantes que celles que nous avons extraites de leurs annales religieuses ou profanes, on peut moins les imputer à l'idée universelle d'une providence qu'à la propension de l'homme à accueillir tout ce qui frappe ses sens, à se jeter dans les ténèbres de l'erreur pour ne pas marcher sous le soleil de la vérité. Ainsi, quel alliage monstrueux se rencontre dans le plus beau culte, dans le christianisme. À côté de ces oracles, de ces prodiges ravissants, on voit des scènes diaboliques, comme si l'enfer voulait dominer le ciel. Heureusement que de beaux esprits, trouvant dans l'âme, dans les splendeurs de la nature, dans les grandes traditions, l'éloquent témoignage de l'existence d'un Dieu grand, infini, revêtu de tous les plus beaux attributs, sont parvenus à faire sortir son image du chaos des superstitions, où elle se trouvait enfouie, et ne s'en sont plus formé un portrait dessiné sur le dévergondage des passions. Dieu n'est plus un monstre, un potentat, un barbare, un tyran qui ne respire que la vengeance. Sa providence nous révèle un Père. Ceux qui raisonnent bien nous le peignent comme on le peignait à l'origine du christianisme, comme le Père de la lumière et de la fécondité. La clémence et l'amour forment son essence. Les vertus sont ses plus chers holocaustes et l'univers est son temple. Cette figure divine n'empêche pas l'admission du principe du mal, puisque nous le sentons en nous, mais on ne le déifie plus. Ce principe, comme un Armian, un Moloch, un Baal. Il n'est plus le ministre des vengeances célestes. Seulement, comme un tentateur, il nous propose le mal sous des fleurs, tandis que le principe du bien nous réclame la victoire en triomphant des passions. Toutefois, qui vous dit que les idées de terreur, de vengeance, de punition sous lesquelles on représentait Dieu, comme le font encore quelques prédicateurs, n'ont pas été très salutaires chez les nations barbares privées du flambeau de la civilisation? Comment voulez-vous qu'un législateur ait dominé un peuple grossier s'il ne s'était présenté qu'avec un système idéal, qu'avec de l'esprit? Il lui fallait matérialiser tout culte, loi, usage pour arriver à gouverner. Moïse emprunta la foudre du Sinaï pour publier la charte israélite. Nemrod chez les Chaldéens, Ménès en Égypte, Bélus en Assyrie, Lycurgue à Lacédémone, Joachus à Athènes, Numa chez les Romains, Mahomet chez les musulmans, sont environnés de prodiges. Presque tous les fondateurs de sociétés ont appelé l'intervention divine, et quand ils n'ont pas de prodiges, ils en inventent, convaincus que, sans une puissance supérieure à la puissance humaine, il est impossible d'asseoir un gouvernement sur des bases solides. Ce sont sans doute ces manifestations publiées chez les nations qui ont donné carrière à une foule de superstitions ridicules, barbares, sanglantes. Une fois descendues dans les mœurs et dans les esprits,
Ces superstitions maintinrent leur sceptre de plomb. Elles avaient surtout pour ministre l'ignorance, le fanatisme et la peur. Les maladies inconnues, les accidents extraordinaires, les événements subversifs, tout ce qui passait le cours ordinaire des choses fut attribué à une puissance infernale ou à des hommes initiés à ses secrets. Frappés de catastrophes au milieu des calamités, les peuples invoquèrent l'assistance suprême sous les images les plus étranges et les plus terribles. Profitant de la crédulité publique, les savants, les artistes, les sages symbolisèrent leurs idées. À l'égal de la divinité, ils eurent des statues. Comment voulez-vous que les peuples, devant les idoles humaines, ne se prosternassent pas comme devant les images divines? N'y a-t-il pas eu des hommes comme les empereurs romains qui ont voulu être glorifiés comme des dieux et ont forcé les hommes à leur brûler de l'encens? Si des hommes se sont proclamés dieux, d'autres ont bien pu à leur tour se donner pour sorciers et pour magiciens. Le désir de dominer et de s'élever au-dessus des autres hommes inventa les devins et les astrologues. La remarque de l'influence des astres sur les saisons et de la température fit croire que ces mêmes astres exerçaient un pareil pouvoir sur les êtres libres et indépendants. Ainsi l'on trouva écrit dans les étoiles le sort de l'homme avec ses variations. Quand on attribue tout à la présence d'une puissance surhumaine, il ne faut pas s'étonner qu'en certains siècles on entendait tant parler et raconter que tout finissait par être prodige. Quand ils furent chantés et poétisés, ces prodiges, on les respecta, on les trouva dignes du ciel. L'admiration les augmenta et l'ancienneté les autorisa. Si tout était prodige, comme en Égypte tout était Dieu, il survenait de toutes parts des révélations sur les destinées. Il en surgissait des songes, du vol des oiseaux, des entrailles et des cris des bêtes, du mouvement de l'eau, des feuilles agitées par les vents, du front, de la main, du miroir, des cartes, etc. Ainsi s'est dégradé le principe dont nous avons suivi le développement à travers les siècles. La Bible, les oracles, les prophètes nous ont annoncé de grandes choses, mais les spectres, les fantômes, les vampires troublèrent les peuples avec leurs apparitions funèbres. Concluons donc de cet ouvrage que tous les peuples, à quelque époque qu'ils aient paru, ont admis, dans les destinées de ce monde, l'intervention d'une puissance supérieure qui avertit les hommes d'intervalle en intervalle par des signes extraordinaires, par des voix prophétiques, par des apparitions surnaturelles, etc., etc. Mais que cette opinion a été souvent obscurcie par la superstition, par le charlatanisme des astrologues, des devins, des magiciens et autres qui se sont mis à la place ou se sont arrogé le pouvoir de ceux que l'être suprême a chargé de manifester ses volontés aux générations. Fin du chapitre 30, sous-chapitre 33 à 34 et conclusion. Fin de Histoire curieuse et pittoresque des sorciers, devins, magiciens, astrologues, voyants, revenants, âmes en peine, vampires, spectres, fantômes, apparitions, visions, gnomes, lutins, esprits malins, sorts jetés, exorcismes, etc., 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 depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Par Mathias de Giraldo, traduit par M. Fornari. Enregistré par Yasmine.